Oui, j'ai quitté le CNRS il y a 5 ans. En fait, depuis, j'enseigne à New York et à Sciences Po. Et, euh, et donc, je ne fais plus partie du CNRS et j'ai horreur de la notion des mérites. Je ne mérite rien du tout. Maintenant, je vais m'excuser parce que j'ai écrit le texte que je présente à toute vitesse, mais parfois la vitesse est un bon, est une bonne façon de commencer, de se lancer dans un objet. Et je l'ai écrit en anglais parce que je dois faire une présentation dans quelques jours à New York. Et donc j'étais pris dans ce mouvement. Donc je vais traduire au fur et à mesure que je parle, ce qui veut dire que je serai parfois un peu embrouillé et un peu confus. Excusez-moi. Alors, je réagis à deux. Je dois aussi peut-être signaler mon incompétence fondamentale quant au sujet global de ce colloque. Par contre, il y a deux des mots qui déterminent la nature du colloque sur lesquels je suis, je crois, compétent. C'est le mot événement et le mot dramatique. Et je vais réagir à ces deux mots. Je vais commencer dans un premier temps, je vais réagir au mot dramatique et dans un deuxième temps, je vais réagir au mot événement en me posant des questions sur l'une des formulations et sur l'autre. Le travail ou les idées que je vais présenter viennent de discussions il y a longtemps avec Isabelle, mais discussions il y a également longtemps avec trois autres auteurs qui sont un Américain qui s'appelle James Carey, qui enseignait à la Columbia School of Journalism, avec une de mes anciennes étudiantes qui s'appelle Tamar Libes, qui était professeure à l'Université de Jérusalem, et enfin avec l'une de mes collègues de New York qui s'appelle Robin Wagner. Et Robin Wagner joue un rôle très très important dans la conceptualisation que je vais tenter d'apporter. Alors maintenant, ma présentation. Euh, j'ai sur l'histoire sur la notion de dramatique. Il voulait que ça s'appelle événement et je voulais que ça s'appelle cérémonie. Il me semblait qu'il était plus juste de parler de cérémonie que d'événement. Et d'une certaine façon, le livre que nous avons écrit est un livre qui est très proche de ce que Daniel Boorstin, que vous connaissez, l'historien de l'image, avait défini comme des pseudo-événements. Un pseudo-événement, c'est un événement qui s'appelle événement, mais qui n'en est pas un, qui n'est événement qu'au niveau de la réception, mais qui en fait est une forme de discours. Et alors le problème que nous avions, c'est que nous parlions de certains pseudo-événements que leur réception avait, c'est pas grave, que leur réception avait légitimé et qui commençaient comme des pseudo-événements et qui finissaient comme des événements réels. Et l'une des questions que nous nous posions, c'est qu'est-ce qui fait que des pseudo-événements puissent devenir des événements réels? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse traiter comme événement quelque chose qui relève du discours? Et il me semblait que ça renvoyait à toute une problématique austinienne, la problématique de la félicité, et que la raison de la transformation de ces pseudo-événements en événements réels, c'était d'une part la stature de ceux qui les organisaient, et c'était d'autre part la nature d'une réception qui les légitimait. Alors, je vous rappelle très brièvement de quoi nous parlions. Qu'est-ce que c'était que ces événements? Et ces événements, ou ces soi-disant événements, avaient 6 dimensions. La première dimension, c'est l'insistance, l'emphase. C'est là que ça se relie à la notion de dramatique. La deuxième dimension, c'est que ces événements étaient des gestes ouvertement performatifs, explicitement performatifs. Je déclare que la crise est terminée. Okay. Troisième dimension, c'est que les médias se caractérisaient non pas par une attitude critique, mais par une attitude de loyauté paradoxale à la définition d'événements. Et dans cette loyauté paradoxale, on voyait immédiatement que nous avions affaire à quelque chose qui n'était pas du journalisme. C'est quelque chose qui était fait par des journalistes, mais des journalistes qui, en le faisant, sortaient de leur rôle de journaliste, qui n'est pas supposé être loyal. La dimension suivante, c'est que ça impliquait une expérience partagée au niveau de la réception. La réception était collective et la réception était ouvertement collective. C'est le genre d'événement qu'on ne pouvait pas voir seul. Enfin, dernière caractéristique, le caractère cérémoniel et consensuel,
qui était lié au fait que les organisateurs de ce type d'événements représentaient généralement ce que Edward Shields appelle le centre d'une société. Donc voici une liste de caractéristiques, et ces caractéristiques renvoient à un livre qui a été publié en 92. Et comme il a été publié en 92, ça décrivait des événements bien avant 92. Okay, ça commence vers les années 60-70. Donc c'est très 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 ancien. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je pense que d'une part, la notion d'une cérémonialité qui renverrait à une vision collective partagée n'existe plus. C'est la différence entre les transports publics et le fait de prendre un taxi. Il me semble que les nouveaux médias permettent de voir certains événements, si importants qu'ils soient, de façon individualisée. Vous décidez de l'heure à laquelle vous appelez votre taxi. Deuxième dimension, la dimension cérémonielle n'est plus nécessaire au point de vue de l'organisation de l'événement, puisque toutes sortes de nouveaux médias. Troisièmement, la distinction qui a été cruciale pour notre livre, qui est une distinction qui vient de Victor Turner, entre la notion de structure, qui renvoie au fonctionnement ordinaire d'une société, et la notion d'antistructure, qui correspond à ces moments de danger auxquels répond le rituel. Cette distinction qui caractérisait nos événements comme relevant de l'antistructure a disparu. Les événements dont nous parlions ont été maintenant intégrés dans la structure d'une façon inattendue, et je vais préciser en quoi. La loyauté des médias vis-à-vis du centre n'existe plus, puisque très souvent cette loyauté existe, mais vis-à-vis d'institutions ou de mouvements qui contestent le centre. On voit apparaître toutes sortes d'événements que j'appellerais des événements agonistiques ou des événements schismogénétiques, des événements qui sont des expressions de dissensus et pas de consensus. De ce point de vue, on pourrait dire que les plus typiques des media events récents, au sens cérémoniel, sont les cérémonies du terrorisme. Puisque très souvent, le terrorisme a une dimension expressive qui est aussi importante que la dimension guerrière, et que cette dimension expressive consiste à célébrer la dissensualité. Et c'est là que, je suis rentré en dialogue avec deux textes qui commentaient le livre. Le premier, c'est le texte de Tamar Liebes, qui serait peut-être plus proche du thème de cette journée, puisqu'elle a écrit un texte il y a déjà très longtemps sur ce qu'elle appelle Disaster Marathons, les marathons du désastre. Okay, comment couvre-t-on les désastres? Et le deuxième texte est un texte de James Carey qui s'appelle Rituals of Shame, Humiliation and Excommunication. Les rituels qui consistent à créer la honte vis-à-vis de ceux qu'ils décrivent. Donc on voit très bien que l'éthos auquel nous nous référions a disparu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il existe un média event du jour comme il existe un plat du jour dans certains restaurants. Et le média event du jour est un certain nombre d'événements qui sont refoulés dans le déroulant que l'on trouve à la base, dans la partie inférieure de l'écran. Et donc il existe une espèce de compétition entre un certain nombre d'institutions journalistiques dont on pourrait dire que chaque journaliste devient un entrepreneur et que cet entrepreneur voudrait avoir son média event. Et la question est de savoir, est-ce que vous avez parié sur le bon cheval? Est-ce que votre cheval, je suis désolé, j'ai des métaphores de transport, je passe du taxi au cheval, bientôt je vais aller à pied. Mais donc c'est... Ça ne déplaît pas ici, on travaille sur les transports. Ah ben très bien. Et donc ce qui se passe, c'est que de plus en plus, les médias, les événements médiatiques ne sont plus une question d'un discours qui serait parallèle au discours habituel des médias et qui serait un moyen pour les anthropologues que nous étions de décrire ce discours habituel des médias par le contraste qui s'établissait entre ce discours et un autre discours. Ce qui se passe maintenant, c'est que les media events, les événements médiatiques, ne sont pas ce que je dirais en anglais « something else », ça n'est pas quelque chose d'autre, « it is more of the same ». C'est « something more ». Il s'agit d'une matière, d'un problème d'emphase, d'un problème d'insistance. Et ce problème d'insistance renvoie à une théorie que je suis en train de développer maintenant,
que j'appelle la théorie de la monstration, en définissant le rôle des médias comme un rôle de monstration, et en disant que parmi les formes de monstration qui sont disponibles, il y a une dimension essentielle qui consiste tout simplement à montrer ou à ne pas montrer. Je montre ceci, c'est un performatif qui rend ce que je montre existant. Je ne montre pas ceci, ceci a disparu. Et entre le montrer et ne pas montrer, il existe toute une gradation que j'ai décidé de décrire avec un vocabulaire inspiré cette fois-ci de la musique, en revenant à l'étymologie italienne du mot piano, qui est pianoforte. Okay, on fait fort ou on fait doucement. Et il me semble que le rôle des grands événements est devenu simplement un rôle de scansion, un rôle qui consiste à fournir ce que les médias ont de plus fort. On utilise toutes les ressources. On met le paquet, si vous voulez. OK. Donc, j'ai parlé jusqu'à présent de mon premier thème, c'est la dimension dramatique, et où j'étais de façon très complaisante en train de me référer à mon propre travail jadis. Je vais être moins complaisant, en tout cas à l'égard de moi-même, en essayant de parler du second thème, qui est le thème de l'événement. Et je voudrais revenir au fait, je suis moins complaisant parce que maintenant je vais parler vraiment d'événements. Jusqu'à présent, je parlais de quelque chose que la convention fait qu'on peut appeler un événement, mais qui n'en était pas. Et j'ai commencé dans une discussion avec un collègue anglais qui s'appelle Paddy Scannell. Il a proposé de distinguer entre deux sortes de situations, ce qu'il appelle happening. A happening, c'est quelque chose qui arrive. Un event, c'est quelque chose qui arrive et qui a un sens. Donc il y a une différence entre happening et event, et cette différence, ça consiste dans l'introduction d'une notion qui me paraît importante, puisque je viens de la sémiotique, c'est la question du sens. Alors, je note en passant qu'un happening peut être le résultat d'une action de quelqu'un. Il est tout à fait possible qu'un happening soit en fait une action. Ce qui est une action pour vous peut être un happening pour moi, et vice-versa. Par exemple, si je donne un coup de pied dans la fourmilière, c'est une action délibérée que j'ai produite. Mais pour les fourmis, c'est un événement. Mon action s'est transformée en événement. Okay ? Donc il me semble que c'est important de faire de telles distinctions. Deuxièmement, il me semble qu'on pourrait définir, toujours et c'est ce que je faisais dans une partie du livre, je ne suis pas entièrement critique par rapport à ce que j'ai fait. Dans le livre que je faisais, j'essayais de montrer que certains événements expressifs sont des réponses à des happenings. Par exemple, on pourrait dire que nous faisions une énorme distinction entre l'assassinat de Kennedy, qui était un accident, non pas un accident, une action, un happening, qui était un événement qui n'avait pas encore de sens, et le genre d'événement auquel on répond en disant « mais c'est insensé okay ». Et les funérailles de Kennedy, qui était une réintégration d'un événement insensé dans l'univers du sens. Okay, et donc notre travail consistait à essayer de savoir comment l'esprit vient aux femmes ou comment le sens vient aux événements. Et donc là, il me semble que c'est très intéressant de voir que des événements expressifs ne répondent pas nécessairement à un événement brutal. Ils peuvent répondre à une situation qui dure 40 ans. Par exemple, l'événement expressif de la visite du pape en Pologne n'était pas la réponse à un événement spécifique, mais elle résumait une situation que l'événement, d'une certaine façon, produisait rétrospectivement. Il me semble cependant qu'en faisant une distinction entre des événements qui arrivent et des événements expressifs, je me livre à une distinction peut-être abusive, au sens où il me semble que tout événement est expressif. En d'autres termes, il n'y a pas d'événement qui ne soit pas expressif. Et que la question n'est pas s'ils sont expressifs ou pas, mais comment ils sont expressifs, qui leur inocule leur expressivité et à quel moment ils deviennent expressifs. La question, je voudrais poser une question qui a l'air idiote. Ça va ? Oui, ça va. Ah d'accord. Je voudrais poser une question qui a l'air idiote. La question consiste à dire, il est moins important de savoir qu'est-ce qu'un événement que de savoir quand est un événement.
Okay? When is an event? Okay? Alors, je vais essayer de broder un peu sur ce thème, de broder brièvement. Et je pense, donc, si tous les événements ont un certain sens, il faut redéfinir la distinction dont je partais. Et cette redéfinition a été proposée par mon ami Robin Wagner, qui est une sociologue et une anthropologue américaine, qui a écrit un long essai sur ce qu'elle appelle l'événement comme turbulence. Et sa question, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'événement comme turbulence? Elle appelle ça en anglais « the restlessness of events ». Et je pense que le mot « événement » couvre deux réalités distinctes et quasiment contradictoires, antithétiques. D'une part, tout événement est une question posée, et d'autre part, tout événement est une réponse à cette question. Dans un premier temps, ou dans le premier cas, la question, c'est un vacillement dans l'ordre des choses. Une turbulence, une irruption, une interruption. Cette interruption est non seulement un désordre, mais ce désordre est tel qu'on ne peut pas lui assigner de limite. Au moment où l'événement se produit, on sait qu'il y a désordre, mais on ne sait pas quel est le désordre. Il y a désordre non seulement dans le monde, mais il y a désordre dans la nomination du monde. Okay? Deuxième temps, il me semble que l'événement, c'est tel que nous le connaissons, c'est une tentative de contenir le vacillement, de le fixer. Il s'agit d'une performance collective de stabilisation. Il s'agit de ce que nous connaissons comme événement. La seule chose que nous pouvions connaître, que nous pourrions connaître comme événement, c'est quelque chose qui relèverait du tissu cicatriciel. Ce que nous connaissons, ça n'est pas la blessure, ça n'est pas le trou dans la peau qui s'est produit à un moment donné et le saignement. Ce que nous voyons, c'est la cicatrice que ce trou a laissée. Il me semble que ce qui est intéressant anthropologiquement, c'est que ces deux réalités portent le même nom. Elles ont beau être antithétiques, elles portent le même nom, et ça mène à un paradoxe phénoménologique qui me semble absolument frappant, c'est que je ne connais l'événement comme turbulence que par sa stabilisation. D'une certaine façon, l'événement comme une turbulence est une casserole qu'il serait trop chaud pour moi d'attraper. Je me brûlerais les mains. Mais la stabilisation me donne un manche. Je peux attraper à ce moment la casserole, mais ce qui est intéressant, c'est que la stabilisation a masqué l'objet qu'elle était supposée représenter. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je ne connais la turbulence que par le processus de stabilisation à travers lequel cette turbulence se révèle à moi. C'est pour ça qu'il est si important de poser la question « quand est un événement ?» Okay ? Quand est-ce que ça devient événement? Est-ce que ça devient événement parce que quelque chose a craqué dans le monde, ou est-ce que ça devient événement parce que ce craquement a été nomenclaturé? Okay ? Alors, pour Robin Wagner, le processus qui mène de l'un à l'autre, l'événement comme réponse stabilisatrice, est un processus qu'elle a décrit. Robin Wagner a écrit un livre qui était une réponse aussi à Media Events, à ce livre dont j'ai parlé. Et ce livre s'appelait, je crois, quelque chose comme La beauté de la reddition. C'est une étude de l'esthétique des fins de guerre et du moment où, au moment où une guerre se termine, il va se produire un acte de reddition. Nous renonçons à la guerre. C'est le moment de renoncement à la guerre. Et alors, à partir de ça, elle a notamment travaillé sur la guerre entre le Japon et les États-Unis et ce qui s'est passé au moment de la reddition du Japon. Okay. Alors, c'est ça qui informe sa réflexion. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle ici, elle dit que l'événement est stabilisé par ce qu'elle appelle une sémiotique politique. Et en quoi consiste la sémiotique politique qu'elle décrit? La sémiotique politique est une formation collective, c'est une improvisation collective qui est intéressante pour l'anthropologue parce qu'elle engage l'ensemble d'une société, et c'est la façon dont une société répond à un événement déstabilisateur.
Et elle dit qu'il y a en gros 3 types de réponses qui sont organisées et qui se combinent. Ces réponses consistent premièrement en des performatifs explicites, comme dans le livre dont je parlais tout à l'heure, performatifs explicites du genre « je déclare que la guerre est finie » ou bien « je déclare qu'il y a état d'urgence », je déclare que nous sommes dans une alerte rouge. Ces performatifs définissent un certain moment et un certain statut de la situation. Deuxièmement, il y a des représentations. Et ces représentations consistent à décrire l'événement en puisant dans un stock de mots ou dans un stock d'images et en montrant par exemple que c'est à partir des images des films de catastrophe qu'il est possible de représenter 9/11, les attaques contre New York. Okay. Troisième élément, c'est des éléments qui consistent à définir ce qui se passe. Définition de qui est nous, qui sommes-nous par rapport à l'événement, quelle est la distribution des caractères, la distribution des personnages à l'intérieur de l'événement, et quelles sont les interactions qui se définissent à l'intérieur de l'événement. Donc selon elle, il y a 3 procédés, ou 3 techniques, qui consistent à stabiliser l'événement en le racontant, en déclarant à quelle situation il répond, en déclarant quelle est notre situation vis-à-vis de l'événement, on nous oriente vis-à-vis de l'événement, et enfin en représentant l'événement. Ce qu'elle dit, c'est ce que je reprendrai en utilisant ma propre notion de monstration. Je pense que pour qu'une société puisse créer un tissu cicatriciel vis-à-vis d'un traumatisme, il faut d'abord commencer par une sorte d'approche cognitive. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est la question fondamentale que décrit Erving Goffman dans son approche sociologique. Erving Goffman dit par rapport à n'importe quelle situation, première question, what's going on there? Qu'est-ce qui se passe? Okay. Et je crois que la monstration d'un événement renvoie évidemment à des représentations, mais ces représentations consistent en fait en une sorte de traduction de l'événement. Il s'agit de traduire l'événement, c'est le rôle des médias, dans une langue qui soit compréhensible aux lecteurs des médias, et donc de définir une pertinence par rapport à laquelle on va donner des fragments d'événements qui serviront qui doteront cette espèce de trouble ou de turbulence d'intelligibilité. Alors, en termes anthropologiques, il me semble que cette dialectique entre la turbulence et la stabilisation, la turbulence et la définition, la turbulence et la nomination, peut être définie, et j'utiliserai 2 métaphores anthropologiques en renvoyant à 2 de mes maîtres en anthropologie. Le premier, c'est Lévi-Strauss. Et Lévi-Strauss, je ferai une distinction entre l'événement cru, la turbulence, et l'événement cuit, qui est l'événement doté d'un sens, la stabilisation. Le deuxième, c'est Victor Turner, à nouveau lui, et la question qu'il pose, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que tout événement qui est réellement un événement, qui est réellement irruptif, qui est réellement une turbulence, ne crée pas une sorte de période d'angoisse, non seulement sur le sort que l'on va avoir, mais une sorte d'angoisse cognitive concernant qu'est-ce qui se passe. Et il me semble que c'est intéressant de ce point de vue de se référer au début des grandes catastrophes. Turner dit que les situations d'angoisse sont très souvent gérées socialement par ce qu'il appelle la liminalité ou l'antistructure. L'antistructure, c'est l'ensemble des formes que nous avons lorsque nous trouvons hors du monde habituel de la structure pour retrouver notre calme et pour retrouver notre équilibre et pour retrouver une forme de rationalité. Okay ? Or, que se passe-t-il? Et l'antistructure est caractérisée par deux éléments qu'il décrit comme la communitas, c'est-à-dire le fait que des solidarités nouvelles apparaissent là où il n'y en avait pas, et deuxièmement par une sorte de distinction, de disparition des hiérarchies, qui fait qu'on se retrouve plus ou moins égaux face à la catastrophe. Ce qui se passe
au début des grandes catastrophes, me semble-t-il, et j'ai pu le décrire au début de 9/11, c'est que, d'une certaine façon, on s'aperçoit que devant le trouble créé par l'événement, les journalistes sont aussi perdus que les autres. Ils se retrouvent en train de merdoyer, en essayant d'inventer des réponses qu'ils n'ont pas. Et à ce moment-là, je découvre que je suis tout aussi capable que n'importe quel journaliste de trouver une réponse à la situation. À ce moment-là, il existe une égalité paradoxale. Il n'y a plus pour moi la nécessité de recevoir un discours qui serait celui de l'autorité narrative. Je ne suis dans une situation d'égalité narrative. Je suis susceptible de trouver ma propre réponse. Mais cette espèce de moment de trouble, d'une certaine façon, je décris la façon dont le trouble au niveau de la réalité se transmet au trouble au niveau de la réception. Ce trouble a une valeur, c'est un trouble au sens des troubles policiers, c'est une démocratisation de la réception. Okay. Pendant quelque temps, j'ai le droit, moi aussi, d'avoir ma théorie sur ce qui se passe. Mais il y a un moment où ce trouble s'interrompt, et c'est le moment où l'événement est stabilisé. Et au moment où l'événement stabilisé, il reçoit un nom. Il reçoit un nom, et il reçoit quelque chose qui me paraît extrêmement important, et que j'utiliserai dans un vocabulaire presque lacanien. L'événement reçoit une peau. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est qu'un événement, c'est un ensemble de choses, et il n'y a aucune raison qu'un événement s'arrête. Par exemple, si vous regardez les aventures de Mohamed Merah, qui sont assez récentes, ces aventures consistent sans arrêt à essayer d'élargir le champ. Au début, on a un événement qui se passe dans une ville du sud de la France. Puis ensuite, on va un second événement. Puis on va assister aux funérailles des premières victimes. Puis on va aller en Israël assister aux funérailles des secondes victimes. Puis on va aller en Algérie interviewer les parents. Puis les parents vont nous faire rebondir dans une situation qui fait qu'un événement relativement circonscrit s'élargit, 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 jusqu'à avoir une envergure continentale ou quasiment mondiale. Okay, il y a 3 continents. On part d'un petit événement, on aboutit à 3 continents. La question que je pose, c'est où est la peau de l'événement? Où ça s'arrête? Au nom de quoi ça s'arrête? Et pourquoi est-ce que ça s'arrêterait? Okay, il me semble que c'est une question à la fois très simple et cruciale. Okay, et il me semble que cette question très simple et cruciale nous pose la question de la stabilisation de l'événement et du rôle du performatif journalistique dans la stabilisation de l'événement. Le journalisme définit quelles sont les limites de l'événement. À partir de ce moment, à partir d'ici, voilà, je trace une limite, et au-delà de cette limite, messieurs, dames, circulez, il n'y a rien à voir. Okay, et donc la question pour moi, c'est comment se construit cette limite, et je reviens, si vous voulez, à la question dont je suis parti. Quand y a-t-il événement? Est-ce que l'événement, c'est la turbulence, c'est le trouble, ou est-ce que l'événement, c'est la construction d'une limite à travers laquelle ce trouble nous est connu, et ce trouble nous est signifié, ce trouble acquiert un sens? Et je finis ma présentation, excusez-moi si j'étais un peu long, je voudrais finir ma présentation en revenant à la question que j'ai posée: quand est l'événement? Est-ce que l'événement c'est le trouble, ou est-ce que l'événement c'est la réponse à ce trouble? Quand est l'événement? Et je finis par une petite histoire. Ma petite histoire concerne des touristes qui se baladent à Central Park. Ces touristes, comme tous les touristes, sont équipés d'appareils photographiques, et ils trouvent que la matinée est merveilleuse. Il y a des oiseaux qui volettent, le ciel est bleu avec quelques nuages blancs, et ils photographient comme tous les touristes, et ils photographient même le ciel, où on voit un petit éclat métallique qu'ils trouvent absolument charmant. Okay, ce qui se passe, c'est que quelque temps plus tard, leur photographie sera un témoignage de 9/11. Okay, entre le moment où ils photographient et le moment où leur photographie est devenue un témoignage, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que ce petit scintillement dans le ciel est devenu un événement. Est-ce que l'événement, c'est le trouble, ou est-ce que l'événement, c'est la réponse à ce trouble? Est-ce que l'on peut être témoin de quelque chose qui n'est pas encore nommé comme événement? Okay, à quel moment est-ce qu'on devient témoin?
Je regarde toutes sortes de choses, je vous vois, je suis peut-être témoin de choses absolument importantes dans le spectacle que vous m'offrez. Mais ce spectacle n'a pas été nommé. Okay ? Donc je ne suis le témoin de rien du tout. À quel moment est-ce que je deviens le témoin de quelque chose? Okay ? Quand est l'événement? Merci.